Perdre du gras tout en gardant son muscle. C'est un peu le Graal de toute sèche, n'est-ce pas? Mais alors, comment on s'y prend pour y arriver sans complètement saboter des mois et mois d'entraînement? Dans cette analyse, on va plonger au cœur du sujet, l'optimisation du déficit calorique. Parce que, croyez-moi, c'est vraiment dans les détails que tout se joue. Le défi, il est simple à formuler, mais bien plus complexe à relever. Comment on fait pour forcer le corps à aller piocher dans ses réserves de graisse, sans qu'il se dise tiens, si j'allais plutôt me débarrasser de cette masse musculaire qui coûte si cher à entretenir. C'est tout l'enjeu de cet équilibre hyper précaire qu'on va décortiquer ensemble. Bon, le point de départ, c'est le déficit énergétique. Ça, c'est non négociable. Mais attention, un déficit trop brutal, trop agressif, ça ne fait pas que brûler du gras, ça envoie un signal de panique au corps, un vrai signal de détresse. Et là, il peut freiner et même inverser tous les progrès qu'on a si durement gagnés à la salle. La solution, et elle est validée par un paquet d'études scientifiques, elle tient en 2 mots, déficit modéré. C'est la clé de voûte de toute la stratégie. Le but, ce n'est pas de s'affamer, non, c'est d'appliquer une restriction qui soit intelligente et surtout contrôlée. Avant d'aller plus loin, juste pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Un déficit calorique, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simple. C'est quand on consomme moins de calories que ce que notre corps en dépense. C'est cette balance énergétique négative qui va obliger le corps à aller chercher de l'énergie ailleurs, c'est-à-dire dans ses réserves. Alors concrètement, de quoi on parle? En valeur absolue, les recommandations scientifiques convergent toutes vers un déficit quotidien qui se situe entre 300 et 500 kilocalories en dessous de son niveau de maintien. Voilà, ça c'est une fourchette précise et surtout actionnable. Si on l'exprime autrement, ce fameux déficit modéré, ça correspond à une réduction de 10 à 20% de l'apport calorique total. L'avantage de cette approche en pourcentage, c'est qu'elle permet d'adapter le déficit de manière beaucoup plus fine à ses propres besoins énergétiques. Mais alors, pourquoi cette obsession pour la modération? Après tout, on pourrait se dire qu'un déficit plus grand permettrait d'atteindre l'objectif plus vite, non? Eh bien, la réponse est non. Et la raison, elle se trouve directement dans notre physiologie. Le contraste est saisissant. D'un côté, avec une approche modérée, on préserve son muscle, on maintient ses performances à l'entraînement et, surtout, on peut tenir sur la durée. De l'autre, un déficit trop agressif, ça fait littéralement fondre le muscle, ça fait chuter la force et ça peut même pousser le métabolisme à se mettre en mode économie d'énergie. Le choix est donc assez vite fait. Mais attention, le déficit calorique à lui seul, ça ne suffit pas. Pour qu'il soit vraiment efficace, il doit être accompagné de plusieurs stratégies complémentaires. Et ce sont ces facteurs qui vont faire toute la différence entre une sèche réussie et une sèche complètement ratée. Pour une optimisation parfaite, il faut agir sur 4 piliers. D'abord, un apport en protéines en béton. Ensuite, un entraînement intelligent. Puis, un ajustement du déficit à son point de départ. Et enfin, une vraie attention à la qualité globale de ce qu'on mange. Allez, explorons chacun de ces points. Le premier pilier, et c'est peut-être le plus critique de tous, les protéines. Pour protéger les muscles, pour éviter qu'ils ne fondent, les recommandations scientifiques sont très claires. Il faut viser entre 1,6 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, et ce, chaque jour. C'est la meilleure assurance anti-catabolisme qui soit. Côté entraînement, le message est simple. La priorité absolue, c'est de maintenir l'intensité. C'est-à-dire les charges qu'on soulève sur les gros exercices de base comme le squat, le développé couché, etc. Le volume total d'entraînement, lui, devient secondaire. En fait, il faut continuer à donner au corps une bonne raison de garder ses muscles. Troisième pilier, l'individualisation. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Une personne qui a plus de masse grasse à perdre au départ pourra se permettre un déficit un peu plus important vers la limite haute de la fourchette. À l'inverse, un athlète qui est déjà très sec devra être beaucoup plus prudent pour ne pas sacrifier le moindre gramme de muscle. Maintenant, comment on sait si on est sur la bonne voie? Eh bien, il faut suivre un indicateur clé, le rythme de la perte de poids. Parce qu'aller trop vite, c'est quasiment toujours le signe qu'on ne perd pas que du gras, mais aussi du muscle. La cadence qui est considérée comme sûre et efficace, c'est une perte de 0,5 à 1% de son poids corporel total par semaine. C'est vraiment ce rythme-là qui assure que la perte de poids vient majoritairement de la masse grasse et non de la masse musculaire. Pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple d'une personne de 80 kg. Pour elle, cet objectif se traduit par une perte de poids chaque semaine située entre 400 et 800 grammes. C'est un indicateur tout simple, mais super efficace pour suivre ses progrès. Au final, on voit bien que le succès ne repose pas sur un seul facteur, mais sur une véritable synergie. C'est la combinaison d'un déficit modéré, d'un apport élevé en protéines et du maintien de l'intensité à l'entraînement qui crée l'environnement parfait pour perdre du gras sans toucher aux muscles. C'est vraiment ça la formule gagnante. Et on termine avec cette question fondamentale.
Car au-delà des grands principes qu'on vient de voir, le véritable enjeu, le véritable art, c'est de savoir comment les appliquer et les ajuster à sa propre situation, à son propre métabolisme et à ses propres objectifs. C'est précisément là que réside la véritable clé de la réussite.